Bonjour à toutes et peut-être tous, hein, on ne sait jamais par la Oui, suite. Donc, je suis Annie Stenzi, je suis conseillère formation sur l'ensemble des produits. Je pense que avec certaines personnes, j'ai déjà échangé, visiblement. Donc, je suis conseillère formation. Bien évidemment, je ne suis pas la seule conseillère formation. À titre indicatif, chaque personne a déjà une conseillère formation. Ça peut être Florence Taras, ça peut être Faiza Abadi, ça peut être Nadine Ouiriga. Donc, ces conseillères formation sont là de toute façon, comme elle l'indique à chaque fois, pour échanger avec vous sur votre projet, sur les financements et sur tout ce qui concerne votre projet et tout envisager en fait. Donc, nous sommes vos contacts. Il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Voilà. Donc, j'interviendrai de temps en temps sur certains axes. de la Merci Sandra. présentation. Je Mais je te t'en prie, remercie. Annie. Donc, moi, je suis Sandra Coudon. Je suis responsable formation sur le cycle RGRH en particulier, à temps plein, à temps partiel. Et je suis aussi référente au sein de la filière RH par rapport à l'ensemble des titres sur tout l'aspect renouvellement, RNCP, jury et autres. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le titre RGRH ainsi que ses différentes modalités, à la fois présentiel, temps plein, temps partiel et digital, full digital. Donc pour ce faire, je vais partager avec vous ma présentation de ce titre. Donc, en effectuant le partage, je vais vous demander de me confirmer que vous avez bien tous la présentation en vue. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Je confirme que oui de mon côté, Oui, de Sandra. ton côté. Alors, Oui. comme nous sommes sur Teams, alors pour l'ensemble des participants de la réunion, nous sommes sur Teams. Nous allons bénéficier de la possibilité que nous offre cet outil d'échanger de vive voix. Vous pouvez me répondre, vous pouvez activer vos micros le temps des réponses que vous souhaitez m'apporter ou des questions ou des réflexions que vous souhaitez émettre et puis le couper après pour faciliter les échanges, mais on peut échanger de vive voix sans forcément passer par le chat. Alors, on fait la présentation. Ce que je vous suggère, c'est qu'au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous me les posez. Je vais vous solliciter pour savoir si vous en avez et on animera cette réunion de façon fluide et conviviale avec Annie pour que ça soit clair pour vous. Donc, pour démarrer, le titre « Responsable de la gestion des ressources humaines » est un titre certifié par l'État de niveau 6. C'est un titre RNCP. Et quelqu'un qui nous rejoint, j'autorise. Et il est... Est-ce que ça passe? Est-ce que vous voyez la suite? Non, il ne peut pas passer à la suite. Là, il met un peu de temps juste. C'est pas qu'il veut pas, c'est juste qu'il met un peu de temps. Donc, c'est un titre RNCP de niveau 2 et pour vous montrer l'équivalence européenne de cette certification, on se situe nous le vendons en tant que Bac plus 4, on se situe sur un 3-4 en fonction de la grille de l'école ou de l'entreprise qui vous recrute. Et le niveau européen correspondant est un niveau 6, donc c'était l'ancien niveau 2. D'accord. Voilà, cette petite précision. Nous ne parlons pas des crédits ECTS, nous ne les utilisons pas en formation continue. Ensuite, notre offre de formation se décline sous 4 modalités d'apprentissage. Alors, le temps plein, donc une formation qui porte bien son nom. Vous êtes présent tous les jours de la semaine à temps plein à l'IGS. Le temps partiel hybride,
qui est une modalité qui fait que vous n'êtes pas là tous les jours, mais plutôt une semaine par mois. La formation en Digital Learning accompagné, vous entendrez souvent parler de DLA, là, vous êtes à distance complètement en autonomie complète. Et les certificats de bloc de compétences, qui est une modalité un petit peu à part, on vous expliquera comment ça se passe. Alors, le temps plein. Commençons par le temps plein. La formation dure 4 mois et demi, ce qui représente 579 heures. Donc, vous êtes présent à l'IGS de 9 heures à 17 heures, mais sur le temps plein, on va faire une petite modification sur les horaires, c'est qu'on va plutôt partir sur 9h30, 17h30, tout simplement parce que j'aurai à la fois des groupes temps plein et temps partiel hybride à gérer et à accueillir. Et pour moi, il est important de pouvoir venir voir les stagiaires le matin. Donc, si je fais rentrer tous mes groupes à la même heure, je ne vais pas pouvoir me dédoubler et ça va générer de l'insatisfaction un peu des deux côtés. Donc, là, en temps plein, on va plutôt démarrer à 9h30. Exceptionnellement 18 heures, mais c'est vraiment très très exceptionnel et ça se trouve ça ne se passera même pas. C'est si par exemple vous sollicitiez un temps de travail supplémentaire sur un sujet particulier, on peut vous proposer de rester un petit peu plus, mais normalement vous êtes censé faire 35 heures. 5 jours par semaine en continu, c'est 35 heures et on n'est pas censé les dépasser. Cette modalité temps plein est accompagnée d'une mission en entreprise. Si vous le souhaitez, cette mission en entreprise est facultative. Elle n'impacte pas la réussite au titre. Comme cette modalité accueille du public en reconversion, c'est vrai qu'il peut être intéressant d'aller éprouver un petit peu ce qui a été appris lors d'une mission en entreprise. Ça, c'est vraiment au cas par cas. C'est une décision que vous prenez et qu'on vous conseille de prendre en tout cas avant le début de la formation pour commencer à rechercher votre mission en entreprise et que ce soit plutôt confortable dans la contractualisation. Ensuite, la modalité temps plein hybride. Alors, pourquoi ça s'appelle temps partiel plutôt hybride, temps partiel hybride. Hybride parce que vous aurez quelques modules, mais pas beaucoup, mais vraiment quelques modules digitaux que vous serez obligé de travailler en autonomie. Donc, cette modalité dure 12 mois. Ça représente 455 heures de formation à l'IGS. Et là, pour le coup, c'est vrai, la formation débute à 9h et se termine à 17h. D'accord? Ou plus, mais là aussi, c'est très exceptionnel. Donc, ce rythme, c'est une semaine de présence par mois mixée entre le digital et le présentiel, d'où la nomination hybride. Cette formation et cette modalité est ouverte au contrat de professionnalisation adulte ou apprentissage et Aux salariés aussi. aux salariés aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire, et aux personnes qui sont en poste. OK? D'accord. Donc, trois types de publics, des personnes en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage, ce qui signifie qu'il est ouvert aussi à la reconversion. D'accord avec moi, Annie? Tout à fait. Voilà. Et des personnes en poste. La seule obligation, c'est d'être en poste pour suivre le hybride temps partiel. Alors, ensuite, la modalité digital learning accompagné dure 14 mois, ce qui représente 325 heures de formation. C'est un temps estimé, 325 heures de formation, 288 heures de suivi de modules, soit 37 heures d'accompagnement, 20 heures d'évaluation et un découpage en 6 blocs de formation, ce qui représente 39 modules. Donc là, on parle de temps estimé parce que vous êtes en totale autonomie.
même s'il y a de l'accompagnement, mais vos cours, vous les travaillez tout seul, et chacun avance de façon spécifique. Certaines personnes peuvent mettre 8 heures pour suivre un module, c'est le temps vendu pour un module, hein. On estime qu'il est avec 8 heures de travail, vous êtes censé avoir fait le tour du module, mais d'autres personnes peuvent mettre 6 heures, alors que certaines peuvent mettre 10, voire 12 heures. D'accord? Et Donc, puis, oui, Annie. pardon, je te laisse terminer. Voilà. Une petite Donc, précision. c'est pour ça qu'on parle de temps estimé. Vous verrez sur vos documents vendus de planning et autres que le module, il est à 8 heures. Mais 8 heures, c'est la base. Et ce que je viens de vous dire, c'est que ça peut être plus ou moins 8 heures selon votre façon de travailler et d'avancer. Vas-y, Anne, complète. Voilà, c'était juste pour apporter une petite précision. C'est juste pour un petit schéma rapide, hein. Vous aurez de toute façon auprès de votre conseillère, comme je l'ai indiqué au départ, toutes les précisions de nouveau. Il faut savoir qu'il y a des prérequis. Nous, en tant que conseillère formation, on est là en tout premier contact pour échanger avec vous sur votre projet. Donc, il faut avoir à chaque fois un vrai projet bien acté pour l'après, c'est-à-dire on vous demande d'avoir un projet avant formation, pour la bonne et simple raison que nous proposons un accompagnement. Ça vaut pour tous les calendriers, que ce soit temps plein, que ce soit hybride temps partiel, que ce soit digital learning accompagné. Vous êtes toujours de toute façon accompagné, mais nous demandons un projet avant d'entrer en formation, puisque pendant, on va vous mettre en situation de poste pour justement que vous soyez dans la capacité d'occuper un poste plus rapidement en entreprise par le biais de situations d'entreprise et opérationnelles pendant la formation. Donc, ça vous donne toujours un plus. Donc, il y a des prérequis qui sont spécifiques à chacun. Par exemple, pour le temps plein, comme Sandra l'a indiqué, donc là, c'est ouvert aux reconversions. Il faut avoir toujours un vrai projet ou aux personnes qui sont en poste RH qui souhaitent évoluer. Donc, les reconversions sont possibles. Elles le sont possibles aussi sur le hybride temps partiel, comme Sandra l'a évoqué à l'instant, ou aux salariés, bien sûr. Par contre, il y a une différence de prérequis pour le digital learning accompagné, où là, les reconversions ne sont pas envisagées. Ce qui peut l'être, c'est des prises de poste avec un projet d'entreprise. Là, l'entreprise vous accompagnerait, on va dire, donc pourquoi pas, ou bien des personnes qui sont à leur compte, qui vont vers vraiment, comme on dit entre parenthèses, une prise de poste ou de fonction. Et donc seront en capacité, voilà, de pouvoir appliquer, alors pas tout forcément, mais une bonne partie des thématiques, puisque là, justement, on demande aux personnes d'être soit en poste sur des missions RH, pas forcément en poste directement RH, mais sur des missions RH suffisamment cadrées pour qu'elles puissent suivre la formation et les 6 thématiques de la formation. Donc, des personnes qui sont soit salariés. Quand je dis en poste, entre parenthèses, encore une fois, ça peut être, on a eu des personnes qui sont dans le consultanat, on a des personnes qui sont dans les créations de structures ou dans leur structure ou dans des associations. Enfin, il y a plein de modalités possibles de missions, mais en tous les cas, ce n'est pas ouvert aux reconversions pour le digital learning accompagné. Tout à Sauf prise fait. de poste, voilà, je précise ça. Oui, c'est une précision importante. Puisque, comme Annie l'a bien expliqué, c'est une modalité qui ne peut pas supporter la reconversion. Alors, on poursuit sur le rythme de la formation. Merci Annie pour le complément. Donc, quand je disais en autonomie, c'est vraiment du 100% à distance. Ça veut dire que vous ne viendrez jamais sur site pour être en cours. Alors, j'entends des petits bips. Et en fait, je ne sais pas d'où ils viennent parce que je ne vois plus l'écran de Teams. Vous allez m'excuser, je vais départager un petit peu. Tu le vois, Annie, toi, l'écran Teams? Moi, je vois, j'ai Teams en fait, oui. Est-ce que c'est peut-être des questions ou des gens qui nous rejoignent et qu'il faut qu'on fasse Je pense que rentrer? je pense que c'est peut-être ça, parce que si je regarde dans tous les participants, il y a 12 personnes. Donc, je pense que ce sont des D'accord, personnes qui nous ont rejoints, d'accord. Alors, on pendant va, la présentation, je pense. on va s'assurer qu'ils sont rentrés, hein. J'ai départagé un peu, excusez-moi, mais je ne veux pas que quiconque reste à l'extérieur de la réunion. Oui, c'est mieux. Voilà, c'est souhaitable.
Ok, parfait. Dans la conversation, est-ce qu'il y a des choses? Ah, il y a quelqu'un qui nous parle dans la conversation. Bonjour, allons-nous recevoir la présentation par mail après la réunion? Oui, Absolument, vous allez recevoir la présentation par mail après la réunion. Quelqu'un d'autre demande, bonjour, pour la formation à temps plein, à quel moment a lieu la mission en entreprise? La réponse arrive. La réponse arrive. La mission en entreprise démarre le lendemain de la fin de la formation théorique. Vous allez avoir les dates précises dans un petit moment dans la suite de la réunion. Pour le temps plein, la formation commencerait à partir de quand? Ça aussi, vous allez avoir la réponse. Donc, la prochaine rentrée, c'est celle du 5 octobre. Et il y a une autre rentrée au mois de 19 février. février. Voilà. Hein, donc, ces réponses-là arrivent dans la présentation. On va reprendre le cours. Je vais repartager le document. Grand. Voilà. Donc, sur cette modalité digitale, il n'y a pas de stage en entreprise, il n'y a pas de mission en entreprise, d'accord? Et ce qui est important de savoir, c'est que même si vous ne venez pas en cours en présentiel, vous aurez un accompagnement. C'est marqué 37 heures d'accompagnement, mais c'est un accompagnement par les intervenants qui se fait à distance via Teams sur chaque module. Vous aurez un accompagnement sur chaque module et vous aurez un accompagnement pour les évaluations. Donc, bien évidemment, dans autonomie et full digital, ça ne veut pas dire complètement abandonné tout seul avec votre écran, vos cours et nous, on s'en lave les mains. Pas du tout. On est présent et on est très présent sur cette modalité. La dernière, ce sont les certificats de bloc de compétences. Alors, la formation est constituée de 6 blocs, globalement, dont la durée varie par rapport à la modalité, hein. Et ces 6 blocs de compétences sont proposés indépendamment, d'accord? Ce sont des blocs assez courts. Ils sont proposés indépendamment et l'addition de l'ensemble des blocs vous permet de capitaliser sur 2 à 3 ans pour pouvoir après obtenir le titre. Alors, ça, c'est une modalité qui a l'avantage de s'adapter à une certaine disponibilité. Elle répond au moment où vous êtes le plus disponible, au moment où financièrement c'est plus simple pour vous, au moment où votre employeur vous laisse partir, au moment où lui, il a besoin d'une compétence particulière et au niveau de votre poste, par exemple, et vous pouvez venir chercher juste cette compétence-là via un certificat de bloc de compétences. D'accord? Donc, on pourra, si vous avez des questions là-dessus, on pourra y répondre et vous aurez aussi les réponses via vos conseillères formation. Petite précision rapide, Sandra, si tu le permets, Oui. sur les blocs de compétences. Donc, Dis-moi. on a souvent eu des demandes, en fait, des questionnements sur, sur ça. Donc, en fait, comme Sandra l'a dit, donc à capitalisation possible. En revanche, c'est soumis aussi à un prérequis, c'est-à-dire si un bloc de compétences vous intéresse sur le à distance, on vous demandera le même prérequis, à savoir ce qui est demandé au moins bac plus 2. Ça, on le verra peut-être après, je pense, dans le Oui. PowerPoint, les prérequis. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas à part, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez suivre un bloc parce que vous souhaitez zoomer sur un seul bloc de compétences parce que vous en avez besoin, ou bien c'est une possibilité d'éviter de se lancer d'office dans tout le programme formation et de le faire en 2 fois, c'est mieux, vaut mieux, voilà. Et en l'occurrence, il faut savoir que les prérequis sont exactement les mêmes que les prérequis qui seront demandés, vous le verrez hein, par la suite, pour les diplômants, pour la simple et bonne raison que vous allez rejoindre à chaque fois, aux dates indiquées, le groupe que vous aurez choisi sur la modalité envisagée. Tout Voilà, à fait, et juste tout à fait. préciser ça. Voilà. C'est vrai, Annie, ce que tu précises est important parce que ce n'est pas, on ne fait pas un groupe de formation, une promotion qu'avec des personnes qui font les certificats de bloc de compétences.
vous rejoignez soit une promotion temps plein, soit une promotion hybride, soit une promotion digitale pour suivre ce bloc que vous aurez choisi ou ces blocs que vous aurez choisis. Donc, il est important qu'en termes de prérequis, vous soyez au même niveau, vous répondiez aux mêmes prérequis parce que ça évite les décalages. Voilà, hein, dans la promo. Donc, c'est une précision importante. On passe à la suite. Les objectifs généraux de cette formation, RGRH, responsable de la gestion des ressources humaines. En fait, ce titre, c'est un titre généraliste et opérationnel. Il vous permet vraiment de devenir un professionnel de la fonction RH, un professionnel reconnu, et vous permet de développer un certain nombre de compétences et certaines capacités, c'est-à-dire la possibilité de maîtriser des outils et des méthodes qu'on vous apprend, qu'on vous délivre, mais des outils et des méthodes qui vous permettent de savoir comment on fait immédiatement, hein, dans votre poste, développer des compétences personnelles, des compétences relationnelles, des fois des compétences managériales aussi, des qualités d'expression, qu'elles soient écrites ou orales. C'est devenir un élément moteur de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Ne pas oublier et perdre de vue que la fonction RH est une fonction centrale. Donc, ce titre qui englobe tous les domaines RH, c'est pour ça qu'il est généraliste et opérationnel, est un titre qui vous permet vraiment de répondre à certaines fonctions, hein, de prétendre à certaines fonctions et d'être sur un spectre assez large de postes RH comme responsable des ressources humaines ou responsable de paye et administration du personnel, responsable du SIRH par exemple, travailler sur l'aspect GEPP et formation, développement RH dans sa globalité. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de généraliste. Les objectifs de la formation, donc pour devenir un professionnel reconnu de la fonction du RH, comme on l'a dit précédemment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir collaborer avec les RRH, avec les DRH. Il faut être capable de pouvoir mettre en œuvre des plans d'action RH, d'accord? Il faut pouvoir communiquer, savoir communiquer sur des événements, savoir communiquer sur des décisions qui influent le quotidien. Il faut pouvoir mener des actions et des projets RH. Il faut être capable de développer des compétences, de développer les compétences des collaborateurs, les aider à les développer, bien évidemment les identifier en amont. Il faut pouvoir assurer une gestion administrative des ressources humaines, d'accord, de façon très opérationnelle. Avoir aussi ce volet veille permanente sur sa fonction au travers des textes législatifs et réglementaires. Donc, il faut pouvoir toujours se tenir au courant et gérer cette veille, la maintenir. Il faut être capable aussi de préparer, d'assister et de contribuer aux réunions avec les IRP. Le climat social positif va être maintenir un climat social positif va faire partie de vos missions et des choses qui vous incombent. Arriver à maintenir l'engagement des collaborateurs, là aussi, ça va faire partie de vos missions. L'ensemble des objectifs qu'on vient de citer, tant collaborer, communiquer, mener des actions et des projets RH, eh ben, tous ces aspects-là vont participer à la performance de l'entreprise et vous serez partie prenante dans cette performance d'entreprise. Donc, voici pour les objectifs de la formation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces objectifs de formation? Non? Vous pouvez vous exprimer à autre voix. C'est clair pour vous? C'est très clair, merci. Voilà. Alors, oui, j'ai entendu une voix. C'est la mienne. C'est la tienne. Vas-y. J'interviens un tout petit peu comme tu m'as proposé. Oui, en fait, on explique aussi aux personnes que si le contenu
ce contenu de ce programme Responsable Gestion RH vous intéresse, il faut penser à ne pas trop tarder parce que nous avons, on verra par la suite, une session en octobre. Alors, il y a plusieurs dates, etc. Mais pour tous les calendriers, il faut savoir que ce contenu ne sera actif que jusqu'à la session Avril. de avril pour suivant les blocs, puisqu'en fait, le titre va repasser en commission RNCP France Compétences en avril 2024. Ce qui veut dire que si on avait je vais plutôt parler du digital, si on avait des blocs à proposer, en fait, sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur avril, fin avril et mai, on ne peut plus, puisqu'il va y avoir très certainement une refonte du contenu de ce programme-là. Voilà, juste pour précision. Alors, donc, maintenant, voyons les avantages de la formation. Alors, les avantages de la formation, elle permet pour vous, en tout cas, les avantages pour vous, elle vous permet de devenir professionnel reconnu de la fonction RH, ça on l'a vu tout à l'heure, mais c'est surtout que vous serez en maîtrise des dimensions législatives, techniques et opérationnelles, d'accord, de la fonction RH. Vous pourrez accéder à une grande diversité de métiers, nous les avons cités tout à l'heure, il y en a bien d'autres. Et c'est surtout que cette formation vient renforcer votre employabilité, puisque vous aurez un titre certifié par l'État qui est largement reconnu et plébiscité par les entreprises. C'est un titre certifié. Avec ce titre, quand vous serez diplômé, vous intégrerez un réseau de 19 000 diplômés IGS, le réseau des anciens, qui sont tous des cadres actifs de la fonction RH. Donc, ils exercent dans des secteurs différents, des entreprises de taille différente, mais voilà, vous aurez un diplôme reconnu à faire valoir au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous y restez, ou à faire valoir auprès d'une entreprise que vous solliciterez pour un nouvel emploi, pour un nouveau projet professionnel. Donc, tout ce que nous avons cité précédemment, comment est-ce qu'on vous apprend à le faire? Comment est-ce qu'on vous forme? C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les approches pédagogiques. Alors, les compétences et les cours vont vous être dispensés par des intervenants qui sont des professionnels des métiers des ressources humaines, des professionnels encore en activité ou consultants, et ce sont des professionnels avec lesquels nous travaillons depuis longtemps, qui connaissent le niveau d'exigence de l'IGS par rapport à ces formations et aux diplômes que nous délivrons. Et ces intervenants savent mettre en place et organiser l'apprentissage de façon apprenante et collaborative, d'accord, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur le partage d'expériences, le partage de production, de façon à prendre en compte les situations diverses vécues, que vous soyez en reconversion ou pas, vous avez des représentations et un vécu professionnel. Donc, ils prennent en compte ce vécu professionnel pour vous dispenser les cours. On utilise aussi des travaux préparatoires en intersession qu'on vous met à disposition sur la plateforme que vous aurez, la plateforme collaborative Mon Campus que vous aurez à disposition. Les intervenants étant des professionnels des métiers des ressources humaines, ils savent favoriser les échanges, justement, entre professionnels, intervenants et participants. Entre professionnels et participants, de façon à illustrer très concrètement les situations. Alors, peut-être qu'il y a... Est-ce que vous pourriez couper tous vos micros, s'il vous plaît? Je vais fermer la porte, Sandra, aussi, parce que je crois qu'il y a un peu de bruit dans notre couloir. Merci, Annie. Donc, il favorise les échanges pour illustrer
par des situations concrètes, hein, et donner des représentations, une représentation diversifiée en fonction des thèmes qui sont abordés. Cette pédagogie s'appuie donc sur de la mise en situation, puisqu'on parle de situations concrètes, donc des mises en situation et des cas concrets. Les mises en situation, ce sont les petits travaux de groupe, ce sont les serious games, ce sont toutes les situations qui peuvent vous emmener à expérimenter. D'accord? Et des cas concrets, oui, ce sont de vrais cas d'entreprise qui sont mis à jour, qui sont un peu remaniés de façon à ce qu'on vous mette oui, devant des situations concrètes, parce que quand vous serez en situation professionnelle, ce sera du concret, donc il va falloir apprendre à répondre sur du concret. Au-delà de tout cela, dans nos valeurs maison, l'accompagnement collectif et individuel est très important. En accompagnement collectif, lorsque vous serez en grand groupe, en cours, vous serez en accompagnement collectif, vous serez aussi en accompagnement collectif avec votre responsable formation, lorsqu'elle viendra vous voir, lorsque on fera des points. Et cet accompagnement individuel qui, associé à l'accompagnement collectif, vous permet tout au long de la formation d'avoir ce soutien, d'accord, pour réussir votre projet de formation dans un premier temps et votre projet professionnel. D'accord? Et la réussite de ce projet de formation et de ce projet professionnel passe par la réussite de vos évaluations. Donc, vous êtes aussi accompagné de façon collective et individuelle pour les évaluations. Voilà. Donc, nous avons parlé de blocs de compétences. Donc, concrètement, qui sont-ils? Comment s'appellent-ils? Ils sont au nombre de 6. Ça, on l'avait déjà dit. Donc, je vais vous les citer. Les 6 blocs de compétences, on avait parlé de communication tout à l'heure. Le premier, c'est communiquer sur les événements, les décisions, les projets, les actions qui influencent la vie quotidienne des collaborateurs. Le deuxième bloc, c'est l'identification, identifier, acquérir, maintenir et développer des compétences. Ensuite, il y a un bloc sur la rémunération et le développement des compétences. Donc, rémunérer et développer les compétences. On les a identifiées, on les a acquises. Maintien et on doit les rémunérer et bien sûr les développer. Un bloc sur la gestion administrative RH, donc gestion administrative RH, gestion des données RH et utilisation du SIRH. Le 5e bloc, c'est le bloc sur la participation au maintien du dialogue social positif. Ça, on en a parlé aussi tout à l'heure dans ce qui vous incombait. Et un bloc sur appliquer les normes sociales afférentes à la fonction RH. Voilà les 6 blocs de compétences que vous suivrez et pour lesquels vous serez évalué pour chaque bloc. Mais en plus de ça, il y a un travail de fin d'études à rendre qui est la note d'analyse RH. D'accord? On va en parler un petit peu tout à l'heure. La note d'analyse RH, on va comparer à ce qui était avant le mémoire. Mais là, on est sur un exercice un peu plus pragmatique, un peu plus court. Donc, cette note d'analyse RH vient ponctuer, vient marquer le point final du parcours. Et pour avoir et obtenir, être validé, diplômé du titre responsable de la gestion des ressources humaines, il faut avoir validé les 6 blocs de compétences qui s'affichent, plus la note d'analyse RH. D'accord? C'est pas l'un et un petit bout de l'autre, c'est le tout. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? Oui. Très bien. Alors, on passe à la suite. Alors, on va découvrir rapidement les blocs. Alors, je ne vais pas les détailler chacun parce que ça ne laisserait pas suffisamment de temps aux questions et à l'échange si besoin. Et nous avons encore quelques petits points à aborder. Mais le bloc 1, je vous les passe et ces informations-là, vous aurez le temps d'en prendre connaissance lorsque vous recevrez la présentation, et si des questions émergeaient à ce moment-là, eh bien, vous avez recours à vos conseillers en formation et à nous, à la plaquette, à tout ce qu'on peut mettre à disposition pour répondre à vos questions. Mais on va le passer très rapidement. Donc, le bloc 1, communiquer sur les changements.
c'est un bloc qui a pour objectif d'anticiper l'ensemble des événements et perturbations de la vie quotidienne des collaborateurs dans l'entreprise et qui permet de communiquer et d'accompagner les impacts du changement pour préserver le dialogue social et contribuer à maintenir l'engagement des collaborateurs. Voilà le premier bloc de compétences, qui est constitué de 6 modules que vous voyez s'afficher. Le deuxième bloc de compétences, c'est identifier et acquérir des compétences. Ces objectifs, identifier, acquérir, maintenir et développer des compétences, c'est gérer le portefeuille de compétences de l'entreprise correspondant à la feuille de route stratégique de l'entreprise, ce que vous vivez déjà en entreprise d'ailleurs. Il est constitué de 3 modules. Le bloc 3, rémunérer et développer les compétences, son objectif, c'est acquérir, maintenir et faire évoluer les niveaux de compétences de chacun dans l'organisation en améliorant en permanence les processus qui y contribuent. C'est un bloc de compétences composé de 6 modules également. Le quatrième bloc, qui porte sur les données RH, le SIRH et l'administration RH, c'est maîtriser la gestion administrative RH, la gestion des données RH en utilisant un SIRH ou des applications digitales RH. Alors, vous verrez que la partie transformation digitale RH, SIRH est très importante. Vous venez vous former sur le titre Bac+4, responsable de la gestion des ressources humaines. Je pense que c'est parce que vous avez un intérêt par rapport à ça et que vous êtes vous-même conscient de cette transformation RH et digitale que cette transformation digitale que subissent les services RH des différentes entreprises. Voilà, donc on consacre du temps à cette partie-là au travers de 7 modules dans le bloc 4. Le bloc 5, lui, participer au dialogue social et améliorer la qualité de vie au travail. Il s'agit là d'acquérir des méthodes pour créer un climat d'échange favorisant le dialogue avec les diverses parties prenantes internes et propice à développer l'engagement individuel et collectif. D'accord ? Ceci au travers de 2 modules. Et le dernier bloc, le bloc 6, appliquer les normes sociales et anticiper les risques contentieux. L'objectif, là, c'est un bloc qui est important. Ils sont tous, mais c'est un bloc qui est important. Acquérir les compétences pour garantir l'application équitable des normes juridiques pour la fonction RH en actualisant en permanence ses connaissances juridiques. C'est important, c'est vraiment très important. Il faut rester en veille par rapport à cela. Et pour aborder ces différents sujets de relations individuelles, d'IRP et autres, on travaille sur 4 modules. Voilà les 6 blocs de compétences que vous allez suivre de façon identique. Ce sont les mêmes pour le temps plein, le temps partiel, hybride, le digital. Simplement, on viendra adapter la programmation en fonction de la modalité. Mais à l'issue, quelle que soit la modalité que vous aurez choisie pour suivre cette formation, vous serez diplômé de la même chose au même niveau. Il n'y aura strictement aucune différence entre le diplôme de celui qui a suivi en temps plein ou de celui qui a suivi en digital. Que ça soit clair pour vous. Donc, nous avons appris beaucoup de choses jusque-là. Nous avons échangé avec les intervenants, nous avons fait des cas pratiques, nous avons travaillé nos cours, nous avons travaillé plusieurs modules. Eh bien, il va falloir voir ce que vous avez retenu. Et ceci passe par les évaluations. Donc, on va voir le système d'évaluation, mais pour information, je vous ai mis le taux de réussite du cursus RGRH. Alors, je n'ai mis que le taux 2021, le taux 2022 est en cours de calcul parce que nous avons eu des jurys de certification jusqu'à la fin du mois de juillet et le mois d'août est passé par là, donc le chiffre n'est pas encore mis à notre disposition puisqu'il est calculé par la filière, mais sachez que sur l'année 2021,
2021, nous avons diplômé 100% des stagiaires qui se sont présentés au titre RGRH. Donc, ça veut dire que c'est réalisable et c'est un beau chiffre. Donc, les évaluations à proprement dit. Il y a deux types d'évaluations. Ce sont des études de cas individuelles et ou collectives. Alors, en fonction, on se laisse la possibilité de faire des travaux de groupe ou pas, hein, mais on va beaucoup tendre vers l'évaluation individuelle parce que France Compétences attend ça, c'est ce qui est plus regardé. Chaque bloc va donc être évalué, que ce soit sur la modalité hybride temps partiel ou la modalité temps plein. Le bloc 1 est évalué, le bloc 2 est évalué, le bloc 3 est évalué, le bloc 4 est évalué, le bloc 5 et le bloc 6 sont évalués de façon individuelle ou collective. Et si c'est une évaluation collective, elle sera à la fois collective et individuelle, puisque de toute façon, il faut une note individuelle. D'accord? Sur la modalité temps plein, chaque module est évalué par un cas de synthèse. Celle-ci, elle a une petite nuance. Il n'y a pas que l'évaluation de bloc, il y a aussi une évaluation par module, mais celle-ci n'est pas notée. C'est un cas de synthèse qui se fait à distance. Donc, il y a 31 modules, donc il y a 31 cas de synthèse. C'est pour que vous vous rendiez compte de si vous avez acquis les connaissances. C'est une évaluation formative, on va dire, sans note. On vous indique simplement un pourcentage. Sur le digital, vous devez avoir atteint 75% de bonnes réponses pour considérer que vous avez bien compris le module. Et de toute façon, ces cas de synthèse sont aussi accompagnés, ces modules sont accompagnés. Donc, lorsque vous faites votre cas de synthèse, là où vous avez des difficultés, là où vous n'avez pas bien compris, vous aurez, lors de vos accompagnements avec les intervenants, la possibilité de poser des questions et obtenir des réponses. Mais au-delà de l'évaluation du module par cas de synthèse, vous avez une évaluation de bloc, une évaluation finale qui correspond justement à l'évaluation qui peut se faire sur la modalité temps plein et la modalité temps partiel. Et celle-ci est notée. C'est une évaluation sommative. Et cette évaluation sommative est accompagnée d'un oral, tout simplement parce que vous êtes à distance. À un moment, il faut qu'on s'assure que le travail d'évaluation que vous aurez déposé sur la plateforme, vous en êtes bien l'auteur. Ça, c'est une obligation que nous avons. Voilà pour les évaluations. Ensuite, la note d'analyse RH, elle est commune aux 3 modalités. Cette note d'analyse RH, c'est un travail que vous faites sur une problématique RH que vous aurez choisie. Cette problématique RH va donner lieu à un accompagnement collectif, cette note d'analyse RH plutôt va donner lieu à un accompagnement collectif, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on ne vous met pas devant cet exercice sans vous dire ce qu'on attend de vous. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas né en sachant faire ça. Donc, on vous délivre une méthodologie, elle est accompagnée, cette méthodologie, et en plus de ça, au vu de la problématique que vous aurez choisie, on vous proposera un tuteur méthodologie qui vous accompagnera sur la base de 5 heures sur votre thème. D'accord? Donc là, vous allez basculer sur un accompagnement individuel. Ça, c'est commun aux 3 modalités. D'accord? C'est méthodologie, qu'est-ce qu'on attend de moi, comment on fait, problématique, validation de la problématique et attribution d'un tuteur pour un accompagnement individuel. Ensuite, quand est-ce qu'on rend ce travail? Parce qu'il y a quand même des petits délais qu'on vous impose. C'est un travail à remettre en moyenne sur le temps partiel, 3 à 4 mois après la fin de la formation théorique. Je dis bien qu'il est à remettre, je ne dis pas qu'il est à commencer 3 à 4 mois après la fin de la formation théorique, sinon la validation, elle vous passera sous le nez. Ce travail, vous le faites tout au long de la formation et ces 3 à 4 mois
sont là pour vous permettre de finaliser ce travail. Ce n'est pas très lourd, ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas difficile. Preuve en est du taux de réussite de 2021, c'est 40 pages de travail hors annexe. Si vous le faites régulièrement, non seulement vous y prendrez plaisir, parce que c'est un travail de recherche aussi un petit peu, de préconisation, etc., d'analyse. Donc, non seulement vous y prendrez plaisir, mais vous serez particulièrement fier de ce que vous aurez pu rédiger à la fin. Donc, il faut le faire sur toute la durée. Quand on est en temps plein, il y a un peu plus de temps, 4 à 5 mois, un petit mois de différence, parce qu'il y a des personnes qui vont choisir de faire le stage. Donc, il faut leur laisser aussi la possibilité de pouvoir intégrer dans leur note d'analyse RH, s'ils le souhaitent, les éléments qu'ils auront pu vivre sur la période de mission en entreprise. Et la modalité digitale, ben, c'est comme sur le temps partiel, présentiel, c'est 3 à 4 mois après la fin de la formation théorique. D'accord? Petite précision, si tu te permets, Sandra. Je te permets, Annie. En fait, une petite précision sur, parce que les questions que je pose, en fait, c'est parce que nous avons souvent ce type de questions au niveau des candidats. C'est au niveau du temps plein, le stage, tu l'as bien précisé, est facultatif, donc n'interfère en rien dans la note d'analyse finale. Pour autant, on nous pose la question sur le stage. Donc, le stage, la durée du stage est à la base, alors, 6 semaines. Il faut savoir que si vous êtes dans le cadre d'un financement par Transition Pro ne prend en compte qu'une durée de 6 semaines. Si le passage en commission est favorable, c'est 6 semaines. Si vous avez un stage de plus de 6 semaines, il faut savoir que vous aurez un delta non pris en charge par Transition Pro. Je précise juste Transition Pro. Voilà, qui est dans ce cadre-là. Après, comme Sandra l'a précisé, si les personnes sont pour le temps plein, notamment en recherche d'emploi, c'est différent puisque ça laisse plus de marge et voilà. Donc, c'est juste pour Transition Pro, je précise Oui. ça. Je pense que si tu veux bien, Annie, je voudrais bien que tu le répètes quand on va aussi arriver sur la partie parce que ça, c'est une information qui est importante et on s'est rendu compte que des fois, les gens ne le savent pas et c'est vraiment quelque chose qu'on va redire. Merci, Annie. Donc, si vous avez des questions sur le système d'évaluation, il y a des choses qui vous paraissent pas claires, vous pouvez nous poser vos questions si vous le souhaitez à ce sujet. J'ai une question par contre dans les messages, Sandra, sur le logiciel Paye, qui est pour la formation. Quel est le logiciel Paye? Le logiciel que nous avons choisi, c'est ADP. Ok. D'accord. Je note pour la... Voilà, c'est le logiciel ADP. Donc, alors, s'il n'y a pas de questions sur le système d'évaluation lui-même, je vais vous donner quelques petites précisions sur la note d'analyse RH pour que vous sachiez quand même à quoi ça correspond. Parce qu'on entend beaucoup parler de mémoire. Avant, nous aussi, on faisait faire un mémoire. Nous évoluons, hein, nous innovons et nous avons changé d'exercice. Mais ça nécessite du coup que je vous dise un petit peu ce que c'est que cette note d'analyse RH. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est un livrable de fin d'études qui est incontournable pour la validation du titre RGRH. Donc, c'est une note de synthèse sur un sujet RH d'actualité. Alors, je mets d'actualité, mais on accepte aussi que ça puisse être une problématique RH qui vous questionne, même si elle n'est pas d'actualité. À partir du moment où vous ne proposez pas une problématique sur la pâte à pain ou les fleurs ou les bananes, eh bien, écoutez, ça reste une problématique RH. On regarde si votre problématique comprend tous les ingrédients nécessaires pour qu'elle soit validée et vous permettre de faire un travail correct. Et à ce moment-là, ça passe. Donc, on attend de vous un diagnostic stratégique qui est fondé sur l'analyse RH de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou de l'entreprise que vous aurez choisi de travailler. Et cette note d'analyse RH, ainsi que cette analyse que vous aurez faite,
va donner lieu à l'élaboration d'une préconisation. C'est-à-dire, voilà, moi, je parle de telle problématique, je vois que ça se passe de telle façon dans une entreprise, eh bien, voilà ce qu'on préconise. J'ai exploité mes questionnaires, voilà ce que je préconise. Pourquoi on vous demande de faire ce travail? Parce qu'il permet de développer des compétences comme l'identification de sujets RH et de formuler une problématique. Formuler une problématique, c'est important de savoir le faire à ce niveau-là. Il permet aussi de mettre en œuvre une méthode d'analyse qui est structurée, qui est cohérente et qui puisse être... Ce sont des choses qu'on peut vous demander en entreprise, hein, qui puissent s'apparenter à ce qui est demandé en entreprise lorsque vous aurez acquis un titre comme RGRH, un titre Bac+4. On pourra attendre ça de vous. C'est émettre une préconisation, donc justement une préconisation qui va être en lien avec la problématique que vous aurez posée, d'accord? C'est apprendre à faire des propositions cohérentes, adaptées, voire prendre des risques aussi et proposer des choses novatrices, d'accord? Et puis, c'est important de pouvoir rédiger un document de qualité sur le fond et la forme, parce que en fonction quand vous serez en fonction RH, votre patron sera en droit d'attendre de vous que vous puissiez lui transmettre des documents, qui soient des documents PowerPoint, des documents Word ou autres, mais rédigés de façon correcte et de qualité sur le fond et la forme. Voilà globalement ce qu'est cette note d'analyse RH, l'exercice que c'est. D'accord ? Mais bien évidemment, vous irez bien dans le détail. Elle est accompagnée d'une méthodologie qui fait quelques pages, de façon à ce que toutes les différentes parties et tout ce qui est attendu de vous soit clairement détaillé. Tout est clairement détaillé. Nous arrivons aux conditions d'admission. Voilà. Alors, Annie, comment fait-on pour entrer sur un titre RGRH? Qu'est-ce qu'il faut? Petit cas pratique, petite mise en situation. Donc, en fait, une personne nous contacte. La première question, voilà, ça va être d'envisager, donc on a 2-3 questions à poser avant que la personne soit en possibilité de présenter, de nous expliquer son projet, bien évidemment, puisqu'on écoute aussi la raison qui vous amène à choisir tel ou tel programme. Mais pour que nous puissions vous orienter au mieux, nous sommes en pré-estimation au niveau des conseillères formation, bien évidemment. Comme nous sommes sur tous les programmes, voilà. Donc, première question, ça va être, vous êtes titulaire de quel titre, quel diplôme? Ce qu'on appelle diplôme, c'est vraiment un diplôme qui est reconnu RNCP. Alors, diplôme de base pour le Bac+4 RH, en l'occurrence, ce qui est demandé, c'est d'avoir un Bac+2, un BTS, peu importe le domaine. Tout domaine confondu. On ne vous demande pas un BTS ou un Bac+2, RH forcément. Si vous êtes donc avec 3 ans minimum d'expérience professionnelle, bien évidemment. Dans le cas où vous n'auriez pas ce Bac+2, vous seriez titulaire d'un bac validé. Donc, on descend un tout petit cran. Nous avons beaucoup de personnes dans ce cas de figure. Donc, toujours pareil, un bac dans n'importe quel secteur d'activité. En fait, donc, ce n'est pas impossible parce que moyennant 5 ans d'expérience professionnelle, en fait, il est possible de vous faire passer ce qu'on appelle une validation de niveau d'entrée, une VNE, qui est ni plus ni moins un test rédactionnel. Alors, ce n'est pas des tests HMAJ, etc., ou psycho, c'est vraiment, ça repose sur un cas pratique, sous le contrôle de Sandra, un cas pratique RH qui est lié forcément au programme. La question est souvent la suivante, oui, mais moi je suis en reconversion, comment je fais? Ben, simplement, les personnes, comme on l'a indiqué au départ, en fait, nous demandons un projet. Donc, une personne qui se lance dans un programme de formation, un contenu, forcément, s'ils viennent à l'IGS qui plus est, où ils savent que pendant la formation, il y a des mises en situation et des cas pratiques, aura en amont envisagé par le biais d'un bilan de compétences, un accompagnement par un CEP, l'après-formation. Donc, forcément, il y a une curiosité de base qui sera présente. Et bien sûr, le sujet, on note que vous serez dans cette déjà curiosité de contenu. Bien évidemment, encore une fois, sous le contrôle de Sandra, bien évidemment, il n'y a pas c'est pas un sujet très
précis, c'est un cas généraliste. Sandra, je te Voilà. passe le relais Oui, tout pour à ça. fait. Tout Plus à que fait. d'habitude, du coup. Voilà. Avec une petite précision. En fait, ce qu'on regarde sur la VNE, elle est composée de deux parties, la VNE. On vous demande d'avoir une petite démarche réflexive sur votre parcours professionnel, c'est-à-dire qu'on vous demande de nous parler un petit peu de votre parcours professionnel au travers d'une grille qui est déjà toute faite. Et ensuite, il y a un examen écrit. L'examen écrit dont parle Annie, c'est vraiment regardez déjà dans un premier temps votre capacité d'écriture. Alors là, on va regarder orthographe, syntaxe, grammaire et tout. On vous propose des mini-cas, qui sont au nombre de 3, sur lesquels on n'attend pas de vous des réponses RH précises et pointues, sinon vous ne viendriez pas en formation, mais on a besoin de voir, si vous venez en formation pour avoir un bac plus 4 RH, c'est que vous vous y intéressez un petit peu à la RH. Donc, on veut voir quelle est votre vision des choses et comment vous les présentez. Et puis, il y a aussi un exercice du type devoir sur table, ce qu'on faisait quand on était au lycée, ou avec introduction, développement et conclusion. On regarde un peu comment vous travaillez ça, et une synthèse pour voir comment vous faites la différence entre la synthèse, entre synthétique, parce que être l'esprit de synthèse, c'est quelque chose dont vous aurez vraiment besoin pendant la formation, et le résumé. Le résumé n'est pas une synthèse. Donc, on ne va pas vous évaluer de façon très stricte là-dessus, mais on va attendre un minimum. On va regarder aussi à quel niveau vous auriez besoin d'aide, quel conseil on vous donne, si on voit que vous avez des difficultés d'écriture, voilà, parce que ce qui est important de savoir, vous l'aurez compris, là, j'ai parlé d'évaluation sur table, j'ai parlé de notes d'analyse RH à rédiger, il va y avoir un gros travail de rédaction tout au long de la formation. Donc, quand vous n'êtes pas sur le niveau Bac plus 2 validé, qui sous-entend que ce travail de rédaction, vous savez déjà globalement le faire, même si professionnellement, on ne rédige pas comme on rédige en formation, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit comme ça, on est tous logés à la même enseigne. Nous, si on devait le repasser, eh bien, peut-être que ça nous stresserait aussi un petit peu, Annie, à la VNE, mais parce qu'on n'a pas, voilà, parce on perd l'habitude d'écrire comme ça, mais voilà, c'est évaluer de façon suffisamment juste, avec l'objectif de ne pas vous mettre en difficulté lorsque la formation va commencer, et pouvoir vous donner le conseil le plus adapté. Et votre VNE, si elle est validée, ben voilà, le processus continue, Annie va continuer à vous l'expliquer. Et si elle n'est pas validée, votre VNE, ben, on ne vous laisse pas partir sans rien. Soit on vous propose un titre en deçà, ou ça peut être aussi qu'on vous propose le titre au-dessus, parce qu'on se dit, dis donc, cette rédaction et cette façon de voir les choses, ben, ça vaut le coup d'essayer le titre au-dessus, ou alors ça passe pas du tout, et là, on vous conseille de revenir l'année prochaine en ayant, entre-temps, suivi des cours de français, d'écriture, voilà, on vous laisse pas partir sans une préconisation. Donc, pour continuer, merci Sandra pour toutes ces précisions que je n'aurais pas pu donner forcément. C'est pour ça qu'on est deux. C'est ça. Donc, en l'occurrence, pour continuer un peu le schéma, alors vous voyez, là, ce sont les prérequis. À savoir qu'ensuite, c'est marqué remplir un dossier. Alors, je précise aussi que la VNE a un coût, puisqu'elle est visée par un jury interne. Donc, le coût de la VNE, la validation de niveau d'entrée, est à 150 €. Voilà, pour précision. Sinon, ensuite, alors, ça, c'est pour l'information, mais la première mesure pour une personne qui a déjà rempli les conditions de prérequis, qui nous dit, bah, écoutez, oui, moi, j'ai participé à la réunion d'info, comme là, vous y participez, je souhaite candidater. Donc, c'est pour ça que la première mesure, c'est vous complétez un dossier de candidature qui vous est envoyé par chaque conseillère, par mail, toujours. Donc, en l'occurrence, ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas avoir de test si jamais il y a un test. Ça se fait toujours après qu'on ait reçu un dossier transmis à la responsable formation, en l'occurrence Sandra Coudon, pour le temps partiel et le temps plein aussi. Donc, pour la session d'octobre. Donc, remplir un dossier de candidature, nous le retourner, chaque conseillère vous expliquera, c'est très simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous allons, en tant que conseillère, réceptionner votre dossier
le transmettre à la responsable formation concernée, puisqu'il y a une autre responsable formation pour la solution 100% à distance, qui est Marine Bloser. Voilà. Donc, sinon, Sandra est sur beaucoup de sessions. Donc là, en l'occurrence, 2 sessions importantes aussi. Donc, on remet le dossier par mail à Sandra, on va dire, puisque tu es présente. Ensuite, une collègue qui est Louise Silvani va vous transmettre une grille un autopositionnement, un quiz de positionnement. C'est tout simplement une grille de compétences avec une série de questions. Une fois que vous avez répondu, ça va transformer vos réponses en un pourcentage de compétences acquises ou non acquises par rapport au contenu du programme. Les questions sont liées au contenu du programme, bien évidemment. Ça sert tout simplement à l'étape entretien, puisqu'à ce moment-là, je parle pour Sandra pour le temps plein ou pour le temps hybride partiel. À ce moment-là, ça va déterminer une éventualité de compétences acquises sur un bloc entier, mettons, comme il y a 6 blocs dans le programme. Si au résultat du quiz de positionnement, Sandra s'aperçoit qu'un des candidats ou une des candidates a un bloc entier déjà en acquisition, voire plus, on ne sait jamais, en l'occurrence, il peut y avoir ce qu'on appelle une réduction de parcours. Évidemment, c'est sous condition de cet entretien final. Donc, remplir un dossier, on transmet à la responsable concernée. Une collègue, Louise Silvani, vous envoie le quiz de positionnement, qu'elle remet ensuite à Sandra, on va dire. Et ensuite, il y a voilà. Donc après, c'est l'entretien. S'il y a eu test, si le test est réussi, vous avez accès à l'entretien. S'il n'y a pas de test, pour tout le monde, de toute façon, il y a toujours un entretien final avec la responsable formation, test ou pas test. Donc, après, si vous êtes admis, ce qu'on espère, nous avons beaucoup d'admis en général, mais ce qu'on espère évidemment, en l'occurrence, vous recevrez une confirmation d'admission par mail, toujours, parce que souvent, les personnes ont besoin de ça pour faire une autorisation d'absence à l'employeur quand les personnes sont salariées. Donc, ça, c'est important. Et puis, nous échangeons, quand je dis nous, c'est-à-dire vous échangez avec la conseillère formation qui est la vôtre, sur les financements, puisqu'il y a plusieurs modalités de financement. Il y a Transition Pro, donc pour les personnes qui sont salariées, Transition Pro, il faut absolument être en reconversion, majoritairement. Vous avez, et je reviens, excusez-moi, je vais un petit peu vite, sur Transition Pro, il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter. Ils sont très accessibles. Vous allez sur le site Transition Pro Île-de-France, si vous êtes sur l'Île-de-France, ou suivant votre région. Vous pouvez en savoir plus sur plein de choses, en fait, sur les reconversions, voilà. Et être accompagné aussi, si vous passez par Transition Pro, demandez à être accompagné par un conseiller d'évolution professionnelle qui ont à charge de monter avec vous votre dossier. Et c'est gratuit, je précise. Et en finalité, qui vous remettront une synthèse qui est importante, si elle est en lien évidemment avec les postes par lesquels mène le programme, mais qui a son importance puisque si vous passez par Transition Pro en l'occurrence, ça peut compter 1 point au passage en commission, ce qui n'est pas rien. Et ça veut dire aussi que vous avez souhaité avoir un avis externe d'un professionnel sur votre projet individuel, ce qui est très important. Puisque je dis souvent, Transition Pro, ce ne sont pas que des financeurs, ce n'est pas qu'une structure financière, ils sont aussi beaucoup sur la pédagogie et le projet. C'est très important à savoir. Et ensuite, si vous êtes salarié, ma foi, il y a le plan de développement de compétences, si c'est un projet d'entreprise, il y a le plan de formation, il y a les OPCO. Les financements peuvent se cumuler. Nouvellement, depuis quelques mois, à force de dire nouvellement, c'était quand même quelques mois, que Transition Pro a mis en place, qui est vraiment très bien, très positif, c'est un cofinancement possible avec l'entreprise. Une personne qui est en entreprise, pour X raisons, l'entreprise ne peut pas financer, la personne est en reconversion, ne peut pas avoir d'évolution possible, ou est dans une très petite structure, etc., etc. S'il y a une participation de l'entreprise, c'est possible pour Transition Pro. Donc, ça, c'est à savoir. Mais ça, chaque conseillère pourra revenir vers vous par rapport à tout ça. Donc voilà, après, ce sont les financements. Nous vous envoyons les devis. En fait, il faut savoir qu'en tant que conseillère formation, notre rôle, c'est d'analyser votre projet, de voir avec vous ce que je viens d'évoquer, donc votre projet, le bon programme dans l'absolu, en fait, de recevoir le dossier, le transmettre à la responsable. En parallèle de tout ça,
envisager les financements. Vous envoyez un devis ou un engagement financier. Je ne l'ai pas précisé, mais tous les programmes diplômants et les blocs sont tous éligibles au CPF. Tout à fait. Il peut y avoir des cofinancements. Il peut y avoir 2, 3, 4, 5, peu importe. Nous, on doit avoir les montants correspondants. Multifinancement. Ah oui, complètement. Donc, il peut y avoir des multifinancements sans aucun problème. Donc, voilà. Et encore une fois, nous, on est là pour faire le relais aussi avec les responsables formation. Si vous avez une question, voilà, nous, on peut répondre plutôt en amont, sur tout ce qui est en amont, le projet, les financements, les devis envoyés, mais on n'est pas en pure pédagogie. Donc, le rôle attitré, évidemment, de notamment Sandra qui est là aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, si vous avez une question, il ne faut pas hésiter. On fait le relais sans problème. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Donc, merci Annie pour toutes ces précisions. Je précise juste une petite chose, Oui. très rapidement, parce qu'en plus, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, je ne vais plus pouvoir être en réseau. Une petite réponse aussi concernant le délai transition pro, vous le savez sans doute, c'est 3 mois date à date pour transition pro. Il faut rajouter 1 mois pour l'autorisation d'absence employeur. On compte 4 mois pour être vraiment ric-rac. Il faut compter 6 mois pour être tranquille. Donc, pour la session, là, on ne parle plus d'octobre pour le temps plein, on va dire février, 19 février, c'est vraiment maintenant. Il faut démarrer. Il faut Voilà. pas tarder. Le à distance, c'est pareil. Octobre, c'est plus possible. Ça sera Non, ce sera janvier. pour la rentrée de janvier. Voilà. Donc, et après, on pourra rééchanger chacune avec chaque personne avec les conseillères attitrées. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, donc sur cet aspect-là, moi, je vais vous demander et vous préciser quelque chose. C'est lorsque vous remplissez votre dossier de candidature, il faut vraiment le faire de façon soignée. Il faut bien donner le maximum d'informations dans ce dossier et dans vos CV. Prenez le temps de travailler votre projet de formation, de nous donner le maximum d'éléments dans ce dossier de candidature et dans votre CV. Faites un CV détaillé. C'est pas pour une embauche, c'est pour un projet de formation. Donc, donnez-nous des éléments pour qu'on puisse vous aider à prendre une bonne décision par rapport à ce projet de formation. Un dossier de candidature rempli de 3 lignes, c'est juste impossible de prendre une décision objective et favorable à votre candidature. Il faut prendre le temps de travailler cela. Voilà, je voulais vous dire ça sur ce point des conditions d'admission. Alors, ensuite, je voulais vous indiquer notre cellule en IVS. Donc, cette cellule est dédiée aux personnes qui sont en situation de handicap. Dans le dossier de candidature, vous avez une petite case à cocher si jamais vous étiez concerné par cet aspect. Et vous n'avez pas besoin de passer par nous pour rentrer en contact avec la cellule en IGS. Les coordonnées, vous les aurez dans cette présentation, vous les aurez aussi à la rentrée dans les documents de rentrée. Et voilà, sachez qu'en termes à la fois d'équipement et de conditions pour les évaluations, d'accompagnement à la recherche d'entreprise pour l'alternance et l'apprentissage, la cellule en IGS est très active. L'autre point, ce sont les dates de rentrée. C'est une question qui est arrivée assez rapidement au début de la présentation. Alors, la formation RGRH hybride à temps partiel, donc 1 semaine par mois présent à l'IGS. La prochaine rentrée, c'est le 9 octobre 2023. La formation se termine le 18 octobre 2024. Au mois d'août, il n'y a pas cours, vous êtes en congé. Pour les personnes qui souhaitent suivre le titre à temps plein, la prochaine rentrée, c'est le 5 octobre 2023 et la fin des cours théoriques le 16 février 2024. On enchaîne pour tous ceux qui souhaiteront faire la mission en entreprise dès le 19 février en entreprise jusqu'au 30 mars. D'accord? Ça, c'est pour la mission en entreprise, le stage facultatif en fait. Il y a une session aussi en février. Le 19 février, il y a une autre session qui ouvre, une autre promotion, la 67 qui ouvre et qui se termine le 2 juillet 2024 pour les cours théoriques. Le stage démarre le 3 juillet et se termine le 13 août. Ensuite, concernant le RGRH DLA, le digital accompagné, il y a des rentrées possibles par bloc.
on se l'est dit, donc la prochaine rentrée possible est au bloc 5 sur la promotion 3 et elle aura lieu le 16 octobre. Ce bloc ouvre le 16 octobre. Donc, vous allez rejoindre les personnes qui ont commencé la formation au bloc 1 il y a quelque temps et qui démarrent le bloc 5. Et si vous êtes dans cette situation de vouloir rentrer sur cette rentrée du 16 octobre sur le DLA, vous finirez par le bloc 1 le 16 décembre 2024. Ça veut dire que vous commencez à peu près à la fin, hein, vous ferez bloc 5 et 6 avec ceux qui ont commencé le bloc 1 il y a un certain temps, et vous finirez le bloc 1 avec les prochains qui vont arriver. Ensuite, il y a une autre session qui va ouvrir le 22 janvier 2024 jusqu'au 15 mars 2025. Attention, la dernière possibilité de rentrer sur cette promotion sera au bloc 2. Comme l'a évoqué Annie tout à l'heure, le titre va être renouvelé. D'accord? Donc là, il est valable jusqu'en avril 2024. Il va être renouvelé, donc on ne va pas pouvoir poursuivre sur l'ancien titre, mais sur le nouveau. Donc, on ne pourra pas faire de rentrée après le bloc 2 au mois d'avril. Voilà. Et pour les certificats de compétences, on vous invite à consulter vos conseillers formation parce que ces certificats, les dates sont complètement liées aux dates du planning de chacune des modalités que je vous ai présentées, que nous avons présentées avec Annie. Alors, après, bon, il y a un moment où il faut bien qu'on parle d'argent quand même, hein, parce que sinon, voilà. Hein. Les tarifs. Le temps plein. Pour les 553 heures de formation, le cycle coûte 15 400 € net de taxes. Sur le cycle RGRH hybride temps partiel, les 455 heures de formation sont facturées 13 000 € hors taxes, soit 15 600 € de TTC. On est sur deux entités, une soumise à la TVA et l'autre pas, d'où la différence du net et du hors taxe. Et la modalité digitale, 325 heures, soit 8 900 € net de taxes. Et pour les blocs de compétences, eh bien, il faudra consulter parce qu'en fonction des blocs, les tarifs sont différents. Donc là, je vous renvoie vers vos conseillers en formation si vous êtes intéressé par cette modalité-là. Et comme Annie l'a précisé très justement tout à l'heure, parce qu'on ne l'avait pas dit au début, l'offre de formation est éligible au CPF. Ne l'oubliez pas. Donc, avec les multifinancements, voilà. Annie. Je précise juste que rapidement, parce que je veux pas que, parce qu'il y a les personnes qui vont certainement partir. Oui, en fait, le CPF, voilà, le CPF pour le mobiliser, c'est toujours 11 jours ouvrés avant le premier jour de formation. Sinon, c'est pas pris. Donc, juste, on le répète toujours dans les mails, mais juste, voilà, pour info, comme là, on peut échanger. Voilà, c'est important, c'est pas juste n'importe quand. Il y a 11 jours ouvrés. Il y a un délai. Oui, toujours. Tout à fait. Voilà pour les tarifs. Alors, notre équipe de conseillères, donc ça, on vous l'a dit et redit, vous le savez maintenant, vous accompagne dans la construction de votre projet de formation et du projet professionnel. Donc, n'hésitez pas à contacter vos conseillères ou à passer via le IGS FC, le groupe, ou par le numéro, c'est un numéro générique du standard, oui, voilà, tout à fait. du groupe. Tu veux préciser quelque chose? Oui, juste très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps. Il faut savoir qu'il y a des personnes, et très justement, qui pensent qu'elles ont fait une première demande sur un programme et elles refont une demande en repassant par le standard pour un autre programme. Sachez que chaque conseillère, et nous sommes toutes sur tous les programmes. Donc, vous embêtez pas à refaire une demande. Vous nous faites un petit mail, on réajuste tout, on refait un point. Voilà, juste pour info. Pour info, d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que nous sommes arrivés au terme de cette réunion. Nous avons débordé d'un petit quart d'heure, mais c'est nécessaire, voilà, c'était nécessaire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu vois des choses dans le fil de la conversation, Annie? J'ai répondu à certaines personnes. J'ai une question. J'ai deux questions même. La première, moi, je serais très intéressée par le suivi de la formation digitale. Et donc, la prochaine rentrée, c'est le 16 octobre.
Si je veux, dans l'idéal, pouvoir intégrer cette formation à compter du 16 octobre, c'est quoi le rétro-planning là qu'il faut que j'ai en tête pour être dans les temps? Ben, c'est le financement qui va être, alors il y a le financement, il y a le délai aussi pour la responsable formation. C'est en digital learning accompagné que vous souhaitez? Oui. D'accord. Donc si vous avez votre conseillère? Vous avez une conseillère attitrée, je pense? Bah, vous avez été mon Vous contact, vous êtes madame excusez-moi. Émilie Tournouf. Ah bah oui, nous avons échangé il y a pas longtemps. Avec plaisir. Donc en l'occurrence, au niveau du DLA, comme j'ai pu vous le dire, en fait, les compétences RH et cetera, je n'ai pas votre dossier sous les yeux, désolée, je sais que nous avons échangé il y a pas longtemps. Mais, en tous les cas, si la modalité de financement n'est pas transition pro, si c'est employeur, si c'est personnel, c'est encore envisageable puisque là, nous sommes le 13, vous voyez? Donc la première action de votre part, en fait, c'est le dossier de candidature à me retourner. Là, Ouais. et puis après, comme je l'ai indiqué, je transfère à la responsable concernée. Et puis, voilà, après, ce sont les étapes, s'il y a un test ou pas, enfin, suivant, voilà, je n'ai pas votre dossier en tête, hein, je vous le dis carrément, Madame Tourneau. Ouais, pas de problème. Mais en tous les cas, oui, moi, le financement, il ne serait pas par le biais de Transition Pro, puisque je ne suis pas en reconversion, donc ce serait un financement personnel et mon CPF. Oui. Mais donc, ouais, en l'occurrence, je serai encore dans les temps pour la rentrée du 16 octobre. Ma deuxième question, c'est justement par rapport au déblocage du CPF. Est-ce qu'il faut en faire la demande immédiatement ou il faut attendre d'avoir reçu un accord de votre part comme étant potentiellement Admise. Non, pas admise? forcément. Pas Voilà. forcément, puisqu'en fait, si jamais pour X raison, vous ne rentriez pas en formation et que vous ayez déjà mobilisé votre CPF, c'est Ouais, recrédité de toute façon. Alors après, attention, il ne faut pas que ça soit d'accord. la veille au lendemain de la formation. Il faut qu'il y ait un délai et un temps donné. Mais dans tous les cas, moi, j'ai déjà eu des personnes sur d'autres modalités de financement, en l'occurrence, qui avaient mobilisé leur CPF. Alors, la façon la plus simple de le faire, c'est de me faire savoir quel est le montant de votre CPF, par exemple, ça par mail, vous m'envoyez par mail. Et moi, à ce moment-là, je vous fais un engagement financier mentionnant le montant de votre CPF, que je déduis de la formation et le reste à charge. Une fois que j'ai ce document, comme je le mets à chaque fois dans le mail, signé bon pour accord, à ce moment-là, comme vous êtes dans le cas d'un financement personnel, à ce moment-là, je vous envoie comment dire, le lien qui vous mène directement à ce programme sur l'application CPF pour éviter de rechercher. Et à ce moment-là, ce que je vais faire sur l'application, puisque j'aurai eu le devis, l'engagement financier, vous m'aurez retourné signé bon pour accord. Donc, je serai rassurée, j'aurai été rassurée en amont que le reste va être financé. Et je vais pouvoir adapter, une fois que vous aurez fait votre inscription sur le CPF, vous aurez mobilisé votre CPF, bah, je vais adapter le montant de la formation à votre CPF. Comme ça, sur l'application, vous n'avez aucun reste à charge. Et nous, de notre côté, IGS, on s'est assuré que le reste à charge, moyennant le devis signé, sera financé de toute façon, avec un échelonnement sur la durée de formation, bien évidemment, si besoin. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question pour qu'on puisse vous libérer et puis que je libère aussi Annie? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? En tout cas, je vous remercie. Merci à tout le monde d'avoir participé.